Bécanefer, IMOTEP, nous nous retrouvons aujourd'hui encore sur la plateforme de l'Académie de la culture noire Kéméti dans notre traversée sur ce que nous appelons les cycles solaires ou les cycles léons de l'année, les cycles initiatiques. Dans l'Académie de la culture, nous avons présenté un calendrier initiatique, un calendrier qui nous reconnecte à notre énergie, au processus évolutif de notre énergie intérieure, ce que nous appelons notre force vitale, ou nous pouvons encore appeler notre cas, notre segment. Ceci est présenté dans le cadre de l'art de matérialiser une existence dans l'abondance, dans la culture kémétique. En fait, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Comment pouvons-nous utiliser notre énergie pour matérialiser ce que nous voulons? Du fait que nous sommes aujourd'hui, nous avons aujourd'hui compris que toute chose est énergie. Votre corps est énergie, votre maison est énergie, votre voiture est énergie, tout autour de vous est énergie. Mais les gens sont condamnés à une vie de travail et d'achat et de consommation. On achète l'énergie, on consomme l'énergie. Mais attention, cette énergie que nous achetons, cette énergie que nous consommons, d'où vient-il? Eh bien, cette énergie vient de nous. C'est une distillation de l'énergie de la conscience qui est utilisée ensuite. Nous partons de l'énergie de la conscience qui est ensuite distillée en diverses formes d'énergie. Tout procède de l'énergie de la conscience et l'énergie de la conscience est produite gratuitement. L'énergie de la conscience est les facteurs, disons, un facteur productif de notre conscience. Notre conscience peut produire de l'énergie de la conscience qui est le point cardinal duquel se déploie toute l'existence, où nous pouvons être dans l'inconscience et produire de l'énergie de l'inconscience, donc la destruction. Aujourd'hui, nous allons parler d'un signe après avoir présenté déjà au moins déjà, nous avons déjà présenté 4 signes. Aujourd'hui, nous allons présenter les signes que nous appelons Erisef. Erisef, c'est que nous appelons dans la langue gréco-romaine ou dans la littérature gréco-romaine Capricorne. Ceux qui sont nés sur les signes d'Erisef sont nés du 21 décembre et du 21 décembre au 20 janvier. Leur planète d'alignement est la planète Saturne et leur divinité, ou disons les Netchers, qui commandent ces cycles. Et nous avons vu que la tradition kémétique, quand nous parlons de Netcher, nous parlons des facultés divines qui sont aussi les facultés des Muntu, parce que les Muntu est lui aussi Netcher en potentialité. Sont donc Koum et Seth. Aujourd'hui, nous recevons un fils de Erisef, notre héros Menchu Hotep, que nous avons sur l'autre bout de la ligne. Bécanefer, héros Menchu Hotep. Beka Nefer à tout le monde. Beka Neferson. Douat. Et Douat, donc aujourd'hui, nous allons parler de la du cycle de Erisef, que je rappelle encore appartient à ce que nous appelons dans la littérature gréco-romaine les Capricornes. Leur élément naturel est la terre, c'est un signe de terre. Et donc, cela comporte des éléments. Un signe de terre signifie une force de vie qui pointe vers le sud. OK? Et étant pointé vers le sud, nous avons des éléments que nous avons dit fonctionnent, des divinités, des attributs cosmiques qui sont alignés ou qui sont responsables de l'énergie, de la force vitale dans ce cycle. Nous avons la divinité Koum et la divinité Seth que nous allons essayer de présenter de manière assez sommaire. Koum, nous avons dit, c'est la divinité à tête des rames. Koum est littéralement, c'est ce que nous appelons les fabricateurs. En anglais, on dit molder, c'est-à-dire c'est lui qui est responsable de la trite, du travail manuel portant à la fabrication du monde. Il est appelé les divins potiers. Les divins potiers qui créent le monde, qui à travers sa moule, quand on parle de molder, c'est la moule, de sa moule, crée l'être humain en utilisant de l'argile noire. De l'argile noire qu'il utilise dans la roue
du potier. C'est lui le créateur du point de vue de l'énergie physique de l'homme. C'est lui qui crée les choses, les mille choses. C'est le créateur de l'eau et de la vie. Il est aussi appelé le père des pères. Il est aussi appelé Koum, le soleil vivant. Koum représentant l'âme des rats. Il représente aussi l'âme des choux, des Geb et des Asr. Quand nous parlons des Asr, nous parlons des Aussar. Qui, dans ces quatre représentations, quand nous avons parlé des rats, choux, Geb et Asr, représentent les quatre éléments, à savoir l'air, le feu, la terre et l'eau. Koum a comme origine Takash, l'ancien Cache. Et Koum représente aussi un aspect d'état. Un aspect d'état pour lequel, qui prend origine justement sur la terre des Caches. La terre des Caches, rappelons-nous, nous avons les Caches est représenté par le sixième cataracte. Le sixième cataracte de la terre des Caches se trouve, le sixième cataracte selon la littérature et la cartographie kémétique se trouve dans l'est de ce que nous appelons les Zaïres, les Tanetcher, c'est-à-dire aux confins, juste à la source même du Nil, du Hapi, que nous appelons le fleuve Nil. Il est associé à la cité des Abou et des Esna. Et par contre, nous allons aussi parler des Seth. Seth, c'est la manifestation de la force aveugle. C'est les Netcheru ou les maîtres ou la faculté des Isefets, de l'obscurité, qui s'oppose à son frère Asr. Il roule à travers la force. Seth est aussi la divinité du ciel pendant la nuit, quand le soleil n'est plus dans sa position. Seth représente le troisième fils de Geb et de Nutz, ensemble avec Asr, Iruur, Ast et Neb-Etz. Seth est né dans la cosmogonie kémétique le troisième jour des 5 jours divins de l'année. La tradition raconte qu'il est né dans les mauvais endroits et dans la mauvaise place. Et la littérature va un peu plus loin en expliquant les éléments. Ce que nous devons considérer les sept, c'est que les sept, quand nous parlons des sept, généralement, on a tendance à parler du mal. Non, nous devons réaliser que la sept est seulement une force aveugle. C'est-à-dire, la force aveugle, c'est la force de l'enfance qui doit évoluer pour devenir Asr. L'opposition qui s'oppose entre Seth et Asr, c'est l'opposition qu'il y a entre le jour et la nuit, parce que la nuit finit toujours par devenir un jour. Et donc, nous allons parler, ce sont les deux divinités ou les dons, les deux attributs qui concernent, disons, les cycles de Erisef. Les cycles de Erisef, nous avons avec nous Eru Menchuhotep. Nous allons aussi s'allier notre aîné Désiré qui aussi a demandé beaucoup, il a entendu beaucoup pour savoir la lecture de ce cycle ici. Alors, le cycle Erisef commence le 21 décembre au 20 janvier. La procédure reste la même par rapport aux autres représentations que nous avons faites. Il s'agit durant, qu'est-ce que cela veut dire? Pendant cette période-là, les 20 à 25 jours qui sont entre le 21 décembre et le 20 janvier, nous avons un alignement entre la planète Terre, le Soleil et Saturne. Saturne est une planète qui porte en contradiction parce que si Saturne, nous verrons plus tard, ce qui concerne Saturne a deux faces. Il y a la face que nous connaissons, il y a une face cachée de Saturne. Vous vous rappellerez que la ville de Rome était appelée dans l'ancien temps la ville des Saturnianes, d'où la religion saturnienne qui précède la religion chrétienne. Dans la religion saturnienne, nous avons la divinité qui est appelée l'ancien dit temps. L'ancien dit temps est quelque chose qui représente en fait Seth.
d'où nous avons le culte sétienne ou le culte Satan. Nous parlons ici au niveau de ces signes d'une très grande potentialité, d'une très grande force qui peut être sujet à déviation. En fait, les nez de cette sphère ici ont en est une très grande potentialité. Mais la potentialité en est tellement grande que souvent ils attirent les éléments négatifs, les éléments étranges venant du cosmos. Et quand cette énergie sont atteintes, ont été rejoints par les forces du cosmos, les forces négatives du cosmos, des cosmos lointains, eh bien, nous avons l'expressivité des sept, non en tant que sept, mais sept comme en tant qu'apep, c'est-à-dire les destructeurs. Alors, la préparation pour ces mois, c'est fait les 10 à 15 jours avant le 21 décembre. Pendant ces temps, on procède à une lecture, c'est-à-dire on est dans une phase d'introspective où on essaie de planifier sa vie. À savoir que pour les RSF, l'année commence le 21 décembre et procède, il y a un cycle de préparation du 21 au 20 décembre, au 20 janvier. Au 20 janvier commence en fait l'année. L'année va se découler complètement jusqu'au 20 décembre. Au 20 décembre, il y a une pause qui part du 21 décembre au 20 janvier. Après janvier, il y a une année. C'est-à-dire pour chaque signe, nous avons une période j'ai appelé une période de travail intérieur. Comme un agriculteur, c'est une période pendant laquelle on plante. Il est important de se concentrer durant cette période parce que tout ce qu'on aura planté dans cette période-là, tout ce qu'on aura séminé dans cette période-là grandira. Ça dépend de la qualité et de la quantité de notre force vitale. Et pour cela, nous devons vivre en conformité avec les 11 lois de l'esprit. Et donc, qu'est-ce que je disais? Une semaine avant, on prépare son plan annuel. On pense à ce que l'on voudrait réaliser pendant une année. On pense à ce que l'énergie de à ce que l'on voudrait faire de son énergie de conscience. Parce que c'est ça dont il est question. On doit devoir programmer qu'est-ce que nous devons faire de notre énergie de conscience. L'énergie de conscience que nous produisons jour par jour. Après, il faut savoir comment conserver cette énergie de conscience, comment accélérer sa production, mais la chose la plus importante, comment ne pas la perdre. Okay? Une fois que c'est un processus qui se passe le long de l'année. Les 15 jours avant, les 10 à 15 jours avant le 21 décembre, nous allons tout simplement écrire, c'est-à-dire commençons du 5 décembre, du 5 au 6, du 5 au 6 décembre jusqu'au 21, au 20 décembre, nous allons chaque jour essayer de planifier notre année. L'année qui commence du 20 janvier au 20 décembre. Nous allons écrire nos projets. Il est important ici d'être minutieux, d'être focalisé sur ce que l'on doit réaliser, ce que l'on veut réaliser. On doit être conscient que c'est notre énergie de conscience qui prend des formes et nous sommes les seuls à décider quelle forme cela doit faire. Parce que si nous ne le faisons pas, les forces négatives vont le faire à notre place et nous allons devoir souffrir. Nous allons, dans le du premier disons de la première à la troisième année que nous faisons ces choses, nous devons l'écrire. Nous devons prendre le temps d'écrire cela. Une fois que nous avons écrit cela, pendant la phase maintenant de notre sémination, qu'est-ce que nous faisons? Chaque jour, du 21 au 20 janvier, quand nous allons dormir, avant tout, nous devons prendre soin d'aller dormir toujours à temps et pas trop fatigué. De ne pas trop nous fatiguer pendant cette phase-là, de ne pas nous jeter à l'ivresse, à des disputes. Nous devons faire en sorte que notre énergie, force de vie soit maintenue sur une balance positive, une balance alcaline. Nous devons faire attention à ce que nous mangeons. Nous ne devons pas consommer de la viande rouge. Nous ne devons pas prendre de l'alcool. Nous ne devons pas prendre de la drogue. Pendant cette phase-là, il est important de maintenir une ligne de vie, disons, sur une ligne droite. Maintenant, quand nous allons dormir entre 22h et 23h, entre 3h et 4h du matin, notre sommeil est interrompu parce que nous avons rechargé complètement les batteries. Et j'insiste, il faut un style de vie correct pour arriver à cela. Si on se drogue, si on prend de l'alcool, si on mange n'importe quoi, on ne sera pas en mesure de se réveiller entre 2h et 3h du matin et nous allons manquer notre cycle.
C'est comme l'histoire de la fourmi et de la cigale. La fourmi qui a chanté toute l'été n'a pas pu avoir de quoi manger pendant l'hiver au point d'aller chercher des dettes. Quand on va chercher des dettes, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va payer au retour, surtout quand on n'a pas une force énergétique. Alors, quand on se réveille, notre sommeil s'interrompt toujours entre 2 heures et 3 heures. Pardon, entre 3 heures et 5 heures à toute personne, quand on vit une vie bien ordonnée. Quand on voit que notre sommeil ne s'interrompt pas à cette heure-là, c'est-à-dire nous devons revoir disons, nos habitudes, notre style de vie. Quand on se lève entre 2 heures et 3 heures, nous allons maintenant allumer notre abat-jour, notre lampe, notre bougie. Nous allons reprendre les feuilles que nous avons écrites, les 4, 5, 6, 7 feuilles que nous avons écrites, selon des plans que nous voulons faire, et nous allons commencer à les relire. Mais pas les relire à haute voix, mais les relire mentalement. Ici, l'élément est très simple et très puissant. Nous sommes entrés en ce moment-là de faire une lecture visuelle, ce que nous appelons une lecture graphique, c'est-à-dire pendant que nous sommes en train de lire, nous devons être en mesure de visualiser ce que nous sommes en train de lire. Nous lisons mentalement et nous visualisons tout ce que nous sommes en train de faire. Cet exercice, chaque matin, prend de 15 à 20 minutes. Ensuite, nous rentrons dormir. Et nous devons les faire du 21, justement, du 21 décembre au 20 janvier. Une fois que nous avons bien fait cet exercice-là, eh bien, le 20 janvier, nous savons que notre énergie, notre année commence. Et nous devons être complètement relaxés. Là, disons, il y a 3 mois de gestation. Pour ceux qui sont des RSF, ayant fait la sémination du 21 décembre au 20 janvier, nous avons 3 mois de gestation. Du 20 janvier au 20 février, du 20 février au 20 mars, du 20 mars au 20 avril. À partir du 20 avril, maintenant, nous commençons à voir les premiers résultats de notre travail, les choses que nous avons désirées, les choses que nous avons programmées, la forme à laquelle nous avons donné notre énergie de vie commence à se manifester dans notre vie de tous les jours, petit à petit, un après l'autre. Mais un élément essentiel à cela est qu'il faut maintenir notre énergie vitale en bon état. Et comment l'on maintient notre énergie vitale en bon état? C'est en vivant tout en respectant les 11 lois de l'esprit. Dua Nature, et je passe la parole à notre Sen Eru Menchu Hotep. Douat, en tout cas, mais la partie 7 de cet aspect des RICEF, est-ce que tu peux un peu élaborer RICEF en tant que principe et concept et développer un peu plus sur l'aspect de 7? Absolument, Dua Nature, absolument. 7, avant tout, comme je disais, c'est les compléments de Neb-Hetz. Donc, ça veut dire 7 a pour contrepartie Neb-Hetz. C'est une divinité de l'ancienne période de ce que nous appelons Kemet, Égypte antique, Kemet. Et c'est une divinité de la Delta. C'est une divinité qui a été reprise par les Hyksos durant leurs invasions. Ainsi, les rois qui sont venus, ou les pharaons qui sont venus durant l'invasion des Hyksos, étaient appelés les King Apep, les rois Apep. Okay. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette, en réalité, n'est pas une divinité. Il n'existe pas de facultés négatives, mais seulement c'est une force inconsciente, c'est une force prémature, c'est une force inconsciente, c'est-à-dire qui n'est pas encore rentrée dans la phase de conscience. Les personnes qui sont nées dans ces signes-là, sous ces signes-là, ont une grande potentialité destructive. Dans quelle situation? Dans la situation où ils ne développent pas une conscience. 7 est fait pour devenir Asr. 7, c'est la nuit. La nuit, quelle que soit la durée de la nuit, les soleils finissent toujours par se lever. 7 précède Asr, c'est-à-dire les soleils. Mais il y a une possibilité dans ces moments-là
quand ces parcours n'est pas, disons, quand ces processus n'est pas fait, quand ces processus n'est pas naturel, quand il a été contaminé, il y a possibilité de manifestation des forces contraires. Cette représente dans les Muntu ou dans ceux qui sont nés sous le signe des RICEF un élément d'alarme, c'est-à-dire ceux qui sont nés sous ce signe-là ont une force capacité d'autodestruction. Qu'est-ce que nous devons en tirer? Nous devons comprendre que l'énergie est énergie, elle est neutrale. Les polarités sont dictées par la conscience. La conscience est dictée par la force de l'authenticité. L'authenticité nous donne la marche à suivre avec la tradition, la culture, ainsi de suite. On cultive, la culture c'est dans la tendance où on cultive quelque chose. Par contre, c'est cette nuit-là, durant lesquelles nous avons la possibilité de nous perdre. C'est ce qui représente 7. Mais en même temps, il représente une très grande potentialité. 7, c'est la sphère la plus proche de Aussar, c'est-à-dire c'est la faculté opposée à Aussar, dans le sens qu'il a la même potentialité que Aussar, mais son signe négatif, son signe marqué par Apep, les distingue de Aussar. Les nez de ces signes-là sont énormément puissants, mais ils doivent toujours être conscients de la tendance destructive inconsciente qui, d'une certaine manière, les entoure. Qu'est-ce que cela veut dire en profondeur? La quantité énergétique, disons, possédée par les gens qui sont nés sous ces signes, fait qu'ils soient des proies les plus aimées des entités cosmiques qui se nourrissent de l'énergie. Et donc, la possibilité pour eux de se retrouver dans cette situation-là est très, très haute. Je ne sais pas si j'ai été clair. Très clair. Donc, si je dois résumer tout ça, ça veut dire que l'aspect 7 des personnes nées sous ce signe-là doit être géré beaucoup mieux que les autres d'une certaine manière et surtout orienté Très dans important, une oui, certaine absolument. direction. Oui, absolument. OK. Et dans la tradition nous dit que 7 est par exemple l'archétype, c'est ce qui a été repris dans l'histoire d'Abel, disons de Caïn et Abel, quand on parle de Caïn qui tue Abel. C'est une reproduction, de l'histoire de Auset et Aussar. Quand on a, disons, Aussar et Seth, avec Seth qui tue Aussar. Cette histoire a été reprise par la Bible avec l'intercarnation des frères entre Caïn et Abel. OK. Seth est appelé aussi dans la tradition grecque, gréco-romaine comme un typhon. Okay? C'était une association, Seth aussi associé par exemple au cochon, qui est représenté un animal qui n'est pas très pur, une qualité impure. D'autres éléments qui sont associés à Seth sont les crocodiles, l'hippopotame. Oui, les hippopotames aussi. Ce que nous devons réaliser ici, un élément très important, spécialement pour ceux qui sont nés sur ces signes-là, est que ils ont tendance aux faiblesses. Il y a cette tendance aux faiblesses qu'ils doivent toujours être conscients et devoir affronter. Et cette tendance, cette attraction vers les faiblesses est dit tout simplement qu'ils sont un repas pour les forces cosmiques qui veillent se nourrir de leur énergie. Une énergie qui est inconsciente, c'est une énergie qui n'est pas protégée. Donc, il est très important pour les nés de ces signes-là, je vais dire, suivre une éducation kémétique. Par exemple, quand nous rentrons dans le monde kémétique, dans le monde noir, ceux qui sont nés sous ces signes-là
qui sont finis de la chrétienté, dans l'islam et tout autre, qui représentent des forces très destructives, autodestructives et détruisent les choses autour d'eux-mêmes. Ils ont tendance à vouloir s'ingérer dans la vie des autres. Ils ont tendance à vouloir contrôler les autres, conditionner les autres. Tout cela est un facteur représentant les contrôles extérieurs des forces cosmiques qui nous entourent. Cependant, comme je disais, cette caractéristique représente toutefois une force bienveillante qu'il doit pouvoir consommer. Alors, c'est pourquoi ceux qui sont nés sous les signes de Éricef doivent vraiment faire beaucoup d'efforts, doivent vivre leur vie selon la maths. Doua Netcher. Doua. Maintenant, pour parler de ce signe, est-ce qu'on peut un peu voir sous quel signe ils ont été conçus, par exemple? Oui, alors, ça c'est un autre élément très important, parce que quand on est Éricef, normalement, nous avons Éricef ici, ils ont été conçus sur le signe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, les Éricef sont généralement conçus entre Atz, Mehi, c'est-à-dire poisson, ou Amenra. Et là, nous voyons une contraposition parce que Amen-Ra, la divinité ou la tribu de Amen-Ra, c'est Aussar. Quand nous descendons de Aussar, nous arrivons au 9e mois, nous avons 7 qui se présentent. Mais nous n'avons pas seulement 7, nous avons Koum, qui est une version non, Koum n'est pas une version de Aussar, mais Koum précède Aussar. Comme Koum précède Aussar du point de vue de la cosmogonie, Masset précède encore aussi Aussar du point de vue du cycle solaire. Donc nous avons des éléments qui précèdent. Ceux qui sont nés sous les signes, disons, ceux qui sont nés sous les signes Éricef sont conçus entre Hatmeri généralement, Hatmeri et Amenra, mais généralement sous Amenra. C'est-à-dire entre les 21 à mars et les 20 avril. Ok. Et j'allais ajouter, quand on a manqué cette période-là, on peut faire le travail de sémination, soit durant sa période de naissance, ou soit par période de conception. Par exemple, qui est Éricef, qui est un cycle que nous sommes en train de voir en temps, le 21 décembre est encore à venir. Quand ils ont manqué leur période de sémence, ils peuvent encore faire la sémence le mois, disons, du 21 mars au 20 avril. Ou, moi, je suggère encore de faire une double sémence, de manière à rendre sa récolte encore plus puissante. Ok. Durant la période de conception et également durant sa propre période de naissance. De naissance, absolument. Oui, absolument. Doua. Et quels sont par exemple, la saison est-ce qu'il y a une saison qui est plus favorable à ce signe ou pas? En termes de quelle saison en termes de La saison, par exemple, ici, on est en Occident. Mais quand on est dans le continent, par exemple, cette période de naissance-là correspond à quelle saison? C'est une saison de pluie ou bien c'est une saison sèche, par exemple? Non, cette période de naissance correspond à une saison chaude. Du 21 novembre au 20 décembre, du 21 novembre au 20, disons, du 21 novembre au 20 janvier, c'est une saison chaude dans l'hémisphère sud. Parce que là, nous voyons en termes d'hémisphère. Dans l'hémisphère nord, il fait froid. Dans l'hémisphère sud, il fait chaud. Ok. Doua. Et du point de vue énergétique, est-ce qu'il y a certaines heures, par exemple, dans la journée où ces énergies-là sont beaucoup plus élevées que les autres ou pas? Absolument, c'est pourquoi nous sommes en train déjà de travailler sur, qui va sortir très prochainement, une forme de montre kémétique qui nous indique, une montre parce que la montre que nous avons nous dicte quand est-ce qu'il faut aller travailler, quand est-ce qu'il faut aller étudier, ainsi de suite. Pendant que la montre kémétique nous dit quel est le moment meilleur, par exemple, pour nous
il s'agit ici d'un travail spirituel, c'est-à-dire un travail de croissance. Et je dirais plutôt en quelle ère notre force vitale est le meilleur, est au top. Alors, par exemple, pour ceux qui nous sommes des RSF, les moments meilleurs sont, nous avons ici, RSF, c'est de 16h à 17h. Et entre 4h et 5h du matin. Nous avons 16h à 17h pour la journée et 4h et 5h pour la nuit. Ouais. Ce sont les moments meilleurs, c'est les moments où notre force vitale est au maximum. Optimal, on va dire. Ouais, nous devons utiliser ces moments-là, en fait, pour des travaux de méditation. Par exemple, moi, j'indiquerais que quelqu'un qui est un dessin des RSF, je ne dis pas que l'on ne peut pas méditer à n'importe quelle heure, mais un dessin des RSF doit savoir, par exemple, que sa méditation est meilleure entre 16h et 17h, parce que c'est dans cette heure-là que sa force vitale coïncide. Il y a un alignement cosmique qui se crée, qui fait que c'est comme si ton téléphone va directement de l'autre côté de la ligne. C'est-à-dire que tu es très, comme on dit en anglais, twin, c'est-à-dire que tu es en unisson. Ta musique est en unisson avec la musique du cosmos et de l'univers. Ok, Doha. Est-ce qu'il y a, par exemple, sur un point de vue alimentaire, disons, est-ce qu'il y a des choses favorables à ce signe ou pas? Absolument. Je vais passer notre parole à notre scénette qui va donner la réponse par rapport à cela. Et c'est une très bonne question aussi. Pour l'alimentation, par exemple, quand on parle pour tous ceux qui sont dans le signe de RSF, alors il y a aussi quelques herbes qu'on peut utiliser pour prendre. Pourquoi? Parce qu'on a comme point fort, on a le genou. Le genou, c'est un point fort, donc ça veut dire que si c'est le genou, on peut aussi parler à la musculature et à tout ça. Donc, ce sont des personnes qui sont forcément au pied et ils sont forts naturellement. Et ce sont des personnes qui travaillent, ils font des travaux, ils peuvent marcher pendant longtemps, et ils sont forcément à la main aussi, parce que le genou, je pense que c'est aussi comme le coude, plus ou moins. Ils sont très orientés au travail manuel. Au travail manuel. Parce qu'ils sont des coups. Voilà. La divinité Koum, c'est les maîtres des artisans. Voilà, et aussi toujours comme on parle aussi d'un signe qui est relié à la terre aussi, donc c'est vraiment des artisans qui travaillent très fortement. Alors en ce moment-là, alors on a quelques herbes par exemple qu'on peut utiliser quand on est dans ce signe-là. On a l'herbe qui s'appelle Bird Rock, on a le dandelion. Dandelion, c'est ce qu'on appelle pissenlit. On a le dongui, ça c'est une plante chinoise. Alors on a le echinacea. Echinacea, ce sont d'autres plantes qu'on peut aussi utiliser. C'est une plante qui aide aussi à renforcer le fer. Donc, pratiquement, la plupart des plantes que je vois ici sont pour renforcer le fer. Pourquoi? Parce que quand on parle du fer, on parle de la force, on parle de la force physique et voilà. Donc, on a aussi la plante de nettle root, mais c'est plutôt par rapport aux racines de l'ortie, ou en anglais, on appelle nettle root. Donc, c'est vraiment les racines de l'ortie. On a une autre plante qui s'appelle mulène. On a, donc j'ai bien dit, budrock, dandelion, dongui, echinacea, et puis il y a mulène et nettleroot en même temps. Donc ça, c'est l'ortie. C'est plus ou moins les herbes qu'on peut utiliser. Alors, quand on parle maintenant, par exemple, des huiles essentielles ou des odeurs qui fonctionnent très bien avec les personnes qui sont nées sous le signe de RSF, on a des herbes qu'on appelle musc. Musc, c'est vraiment une sorte d'odeur qui est reliée avec le bois, donc le musc. Et aussi, on a le pistachuli et pine. Pine, encore une fois, ça s'empare des arbres. Donc, c'est vraiment les écorces des arbres et tout ça. Donc, vraiment pine. Donc, ce sont des herbes aussi, comme c'est la nature, on voit bien des herbes qui sont des odeurs un peu terrestres, mais aussi reliées avec la nature. Donc, on a pine, donc le bois aussi. Et je pense que c'est comme ça qu'on voit la force en même temps. Et pour parler des... Est-ce qu'on a parlé déjà de... Les cristaux? Alors, on va parler aussi des cristals aussi. Alors, pour les personnes qui sont nées sous ce signe ici, ils répondent très bien avec différents cristals. Donc, ils sont aussi gouvernés par Ra. Et avec Ra, ils répondront sur le soleil. Donc, ils ont l'agate, garnet et puis le black onyx, donc le onyx noir. Alors, on a l'agate, on a le garnet et aussi on a l'onyx noir.
Alors, quand ils sont modérés par Saturne, on a le lapis lazuli, très forte pierre. Et pour la couleur, RSF étant, étant un signe de Saturne, une des pierres les plus importantes, c'est lui qui est justement en cycle avec Saturne. À Saturne, c'est lapis lazuli. Lapis lazuli, c'est vraiment fortement. Et pour leur couleur, alors les couleurs qui sont bien pour eux, il y a le bloodstone, donc c'est une pierre, et aussi l'œil du tigre. L'œil du tigre, d'autres pierres qui correspondent aussi très bien. On a l'hématite noire, black hematite, ou bien le jaspe rouge. Le jaspe rouge, on a aussi le garnet. Donc, ce sont des couleurs qui sont plutôt... Parce que si vous connaissez le jaspe n'est pas vraiment rouge de couleur, mais il a une rougeur un peu brun. Donc, alors, comme c'est vraiment, on parle de la terre rouge ou on parle de la terre africaine, donc la terre noire, la terre rouge, donc on a des couleurs un peu de terre mélangées de terre. Donc, aussi, le garnet, c'est un rouge bordeaux, donc un rouge bordeaux ou les couleurs noires. Pourquoi? Parce que c'est vraiment relié à la terre noire, relié à la terre. Donc, c'est comme ça. Et c'est comme ça aussi pour leurs couleurs. Leurs couleurs, on a le brun, on a aussi le brun, ou on peut même aussi dire un rouge bordeaux, le rouge bordeaux, le brun. Et on a aussi la couleur, un vert, mais un vert profond. Très profond, et le marron aussi. Le marron aussi. Donc, le marron, c'est parce que c'est la combinaison de la terre et, comme vous voyez, le feu. Et puis, on a le marron parce que ça, c'est, si on voit très bien, c'est que comme c'est un signe qui est de la terre, et aussi ils sont régis par le soleil Ra. Donc, imaginez, quand il y a le soleil qui vient en contact avec la terre, qu'est-ce qu'on a? On a les plantes qui naissent. Donc, c'est comme ça qu'ils ont aussi cette... il y a une forte connexion à la nature. Donc, je pense que ce sont des personnes qui ont une capacité créative. Donc, très, ils peuvent rassembler des gens et créer fortement derrière eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette capacité-là à créer, parce que ce sont des signes qui donnent naissance. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle les pères de nation ou les mères de nation. Ils ont ce qu'on appelle les doigts verts, c'est-à-dire les voilà. gens nés sous les signes de RSF, quand ce sont des agriculteurs, ou tout ce quand ils travaillent avec la terre. Quand on travaille avec la terre, ça ne signifie pas seulement l'agriculture, il y a les minéraux, tout ça. Ce sont des énergies qui sont ensemble, qui vont ensemble avec eux. Donc voilà, donc pour ma part, c'est vraiment ce que j'avais à dire. Et s'il y a quelque chose qui me revient, je reprends la parole. Bécanefer. Bécanefer, c'est un droit pour ta contribution. Autre chose, selon les plantes, j'ai constaté qu'il y avait l'élément, le métal, le fer, qui était légèrement impliqué sur ce signe. Ouais. Alors, c'est un métal principal. Oui, c'est un des métals principaux. C'est un des métals principaux. C'est pourquoi, par exemple, ici, nous parlons bien entendu de la tradition kémétique. Et nous sommes en train de parler de la tradition noire. Et nous savons que les métals étant un élément très important dans l'alimentation d'un RSF, de ceux qui sont nés sous les signes de RSF, il devient ici vital à réaliser qu'un RSF, normalement, ne peut pas vivre dans un territoire, sur un territoire où la terre ne contient pas les fers. Parce que son alimentation dépend fortement du fer. Nous ne parlons pas nous ne parlons pas des Capricornes, nous sommes en train de parler des RSF. Le fer est un élément très important. Et le fer que nous prenons est distillé par les plantes et porté dans l'alimentation de tous les jours. Ça, c'est un élément très important. Quand on sort, nous devons réaliser, quand on sort de son environnement de vie, quand nous sortons des camas, nous commençons à mourir. Comme une plante de palmier qui est arrachée des camas et plantée en France commence à mourir un jour après l'autre. Doua Netcher. Doua. J'allais rentrer sur la question des questions. La formulation disons pas les questions, la formulation de vœux, si nous voulons l'appeler ainsi. La programmation énergétique de l'énergie de conscience durant toute l'année doit être faite avec des mots clairs, c'est-à-dire les images et les mots doivent être bien définis. Et il est important de savoir formuler les choses en utilisant l'hémisphère
droite du cerveau et non l'hémisphère gauche du cerveau. J'ai remarqué que depuis qu'on a commencé dans l'Académie de la culture noire à enseigner cette science ici, la chose la plus controversielle qu'on a rencontrée est dans la formulation des phrases. Les phrases doivent être formulées de manière positive, de manière indicative et ne doivent pas exprimer le doute. C'est la chose la plus importante de la création, c'est l'intention. L'intention est la chose la plus importante. Et l'intention comporte ce qu'on appelle les germes de la vérité. On ne peut pas mentir avec de l'intention. Quand on ment avec un but. Quand on ment, on est en train de chercher d'obtenir quelque chose. Le but est quelque chose qui est différent de l'intention. Et c'est pourquoi quand nous formulons nos phrases, nous devons formuler notre phrase avec l'intention. L'intention est le plus grand pouvoir que l'on manipule dans la vie. L'intention, c'est ce que nous appelons la volonté. Une volonté, ce n'est pas le verbe vouloir, dans le sens de désirer. Mais le vouloir ici, quand nous parlons ici, la volonté ici n'est pas attachée au désir, mais est attachée à l'intention. L'intention ne comporte pas les doutes. L'intention fixe la détermination à vouloir obtenir ce que l'on veut. D'où la science que nous enseignons dans la tradition kemetique, bien entendu, c'est lui de marcher dans le futur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu sors de ta maison et que tu vas au shop, tu y vas mentalement déjà. Tu vois là où tu es en train de partir. Si on te réveille demain matin, je dis, va au Bronxo. Tu ne sais pas ce que c'est le Bronxo, tu ne pourras pas marcher. Parce qu'il est inconcevable que tu puisses sortir de ta maison sans savoir où est-ce que tu vas. Parce que mentalement, avant de faire toute chose, nous marchons dans le futur. Nous voyons, nous sommes en train d'aller. Eh bien, dans la programmation des choses de notre vie, notre énergie suit le même motif. Notre énergie doit être programmée mentalement. On doit être en mesure de visualiser ce que l'on veut obtenir. Et cela est réalisé, cela est possible avec l'intention. Comme je dis, l'intention, c'est la volonté. Mais dans les volontés, ici, on n'est pas dans les désirs. Parce que quand nous rentrons dans les désirs, nous tombons dans 7. Mais ici, proprement dit, dans le cas de RSF, nous devons être dans Koum. Koum, c'est dans le travail. Et dans le travail, on doit être en mesure de savoir ce que l'on est en train de faire. C'est seulement dans les désirs qu'on divague. Et on produit ce qu'on appelle les délusions parce que quand on n'arrive pas à voir ce qu'on a voulu, mais on n'a pas travaillé pour cela. C'est là la contraposition qu'il existe sur ce point entre 7, les mauvais 7 Isefet ou 7 Apep et ce que nous avons comme Koum. Koum utilise la force, cette force qui est déterminative, qui est indicative, je voulais dire, de la volonté. Mais la volonté utilise une force brute qui est lui et 7. 7, la force brute. 7, la force de celui qui s'est reposé pendant la nuit et se repose les matins chargé d'énergie pour affronter la journée. Mais comment affronte-t-il cette journée? Parce qu'il la détermine. Il marche dans le futur. Il voit ce qu'il veut faire et comme ça, l'énergie est utilisée. Mais quand celui qui a été reposé la nuit n'a pas marché dans le futur, il est une conscience inconsciente. Il est une force aveugle. Il ne sait pas voir dans le futur. C'est comme ça, la vie que vivent les gens généralement, c'est une vie septienne. C'est qui un sataniste ou un septien? Un sataniste, c'est lui qui n'est pas en mesure de voir, de se projeter dans son futur et de voir exactement où il est en train de partir. Un sataniste, c'est celui, les choses de la vie lui tombent dessus, de gauche et de droite, et il n'a aucune possibilité de programmer sa vie. Le satanisme, ce n'est pas celui qui fait le mal. Ou disons faire le mal, ça signifie quoi? Si les satanistes ou les septiens, et c'est celui qui fait de faire le mal. Et c'est lui qui fait le mal. C'est quoi le mal? Le mal, c'est l'état de l'inconscience. L'inconscience, c'est quoi l'état de l'inconscience? L'état de l'inconscience est la manifestation d'une situation durant laquelle on ne sait pas programmer. On ne sait pas marcher dans le futur. On ne sait pas voir son devenir. Pourquoi? Parce que les religions dites révélées indiquent aux gens, dites aux gens que le futur appartient au Dieu. Non. Le futur appartient au Muntu, mais le futur appartient au Netcher. Et le Muntu est un Netcher en potentialité. C'est-à-dire,
futur appartient au Muntu. Si on n'est pas à mesure de voir son futur, pas seulement de la projeter, mais d'être en mesure de la voir, eh bien, tu ne l'auras jamais. Tu ne peux pas arriver à l'université si tu n'as jamais allé étudier à l'université si tu n'as jamais su c'est quoi l'université. En fait, à travers les années, qu'est-ce qu'on fait? On se projette déjà à l'université quand on est à l'école primaire, on se projette à l'école secondaire. Quand on est à l'école secondaire, on se projette à l'université. Quand on est à l'université, on se projette sur un lieu de travail. C'est pour la raison pour laquelle on arrive à ces moments-là. Cette méthodologie que nous faisons de manière inconsciente, de manière non contrôlée de notre part, mais contrôlée des forces cosmiques qui sont responsables de notre emprisonnement sur ces plans, nous utilise. Nous devons maintenant réclamer ces pouvoirs et être en mesure de programmer notre existence partant de nous-mêmes. Et cette énergie va être après réutilisée, distillée et absorbée au niveau de la communauté pour déterminer la prospérité, les progrès et le développement communautaire. Dua Nature. Dua Nature, Dua Nature. Si je comprends bien, en ce qui concerne la formulation, il faudrait plutôt utiliser des concepts que, quand ce concept-là te passe en vue dans ton esprit, ça invoque une certaine image, sans pour autant transformer la chose en, je ne sais pas moi, en un journal, quoi. Nefer, absolument. Et une chose que j'enseigne, c'est celui-ci. Quand tu dis un mot pour lequel tu n'es pas en mesure de voir une image, c'est un mot vide. Les paroles doivent avoir le pouvoir. C'est ce qu'on parle du verbe. Ça signifie quoi un verbe? Un verbe, c'est une parole avec la puissance. Mais qu'est-ce qui donne la puissance à une parole? C'est la partie graphique. Quand tu es en mesure de voir ce que tu es en train de dire, ces mots-là ont de la puissance. C'est en ces moments-là que l'on peut programmer. Le problème spécialement avec nous les Noirs est laquelle? Aujourd'hui, nous sommes là en train de parler en français. Mais le français n'est pas une langue culturelle pour nous. C'est une langue académique. Nous avons été enseignés à parler le français. Nous avons été enseignés à parler l'anglais, l'italien, le portugais. Dans cette langue-là, nous n'avons pas de points de rattachement culturel. Nous avons des points de rattachement académiques, littéraires. Notre français, notre anglais est ancré dans un dictionnaire. Le dictionnaire n'a pas été formulé sur base culturelle. Il a été formulé sur base orientative, laborative. Les français, l'anglais et l'espagnol, ce sont des langues de commande pour nous. C'était des langues qui nous ont été enseignées pour savoir ce que les maîtres voulaient de nous pour son propre profit, non pour les nôtres. Qu'est-ce qui se passe? Dans ces langues-là, et ceci détermine la pauvreté du monde noir, que tu fasses partout dans le monde, en Brésil et autres, nous n'avons pas la capacité imaginative adéquate. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en mesure de visualiser correctement. La visualisation n'est pas un facteur d'apprentissage, la visualisation est un facteur de réception traditionnelle, éthique, authentique. Et maintenant, ce qui fait que vous voyez les gens en train de crier en français, en anglais, alors cette capacité de visualisation, en utilisant une langue étrangère, trouve des blocs. C'est la raison pour laquelle vous allez à l'école avec les Français, c'est pour ceux qui parlent français, vous allez à l'école avec les Italiens, pour moi qui parle italien, vous allez à l'école avec ceux qui parlent l'anglais, pour ceux qui parlent l'anglais, et vous allez vous retrouver dans la marche de la société, ils ont toujours 4 marches plus que vous, parce qu'il a une capacité formulative, linguistique et imaginaire, combinée à son imagination, c'est-à-dire au langage graphique, qui, lui, va susciter un élément très puissant en lui. La programmation de l'énergie de la conscience exige ces passages-là. Par contre, l'esclave, celui qui a été absorbé dans un système, n'a pas cette possibilité. Cette langue qu'il parle n'est pas sa langue culturelle. Il n'est pas sa langue culturelle, il n'y a pas de lien énergétique. Or, les liens énergétiques est essentiel dans cette démarche-là. Dua Nature. Dua Nature. Donc, si je peux dire, dans la mesure du possible, dans la formulation, il serait mieux de formuler dans une langue qui exprime
qui est une expression de notre tradition. Si Absolument. quelqu'un parle le Kikongo, par exemple, vaut mieux formuler en Kikongo, quoi. Oui, même si c'est difficile, je dois l'avouer, pour nombreux, je ne vais pas faire une forme de discrimination ici. Je vous invite plutôt, même quand vous avez été habitué à parler français, mais quand il s'agit des mots-clés, utilisez la langue pour laquelle vous avez des graphiques, une liaison énergétique graphique. Il est important. C'est essentiel. Sinon, vous faites ce que l'on dit en lingala, aux au rond-point, c'est-à-dire vous tournez au rond. C'est comme ça les gens aujourd'hui arrivent et c'est ce qui crée un grand marché pour les pasteurs, les évangélistes et tous ces gens qui sont en train de promettre la prospérité parce que les gens sont désespérés. Et vous trouvez ça où dans le monde noir seulement. Vous n'avez pas des pasteurs et des évangélistes et des prophètes chez les Coréens ou chez les Chinois. Ou je ne sais pas moi, partout où vous allez. C'est seulement dans les mondes noirs et les mondes les plus pauvres. Et ces gens-là viennent vous prêcher en quelle langue? Vous prêcher dans la langue française et augmente votre désespoir, augmente votre douleur, votre malheur, comme vous voulez l'appeler, par déploiement énergétique. Du cannibalisme énergétique, plus ou moins. Il est important d'essayer de faire des efforts, même de trouver des phrases tout simplement bien construites quand vous voulez dire des choses. Vous voyez, quand vous l'écrivez, vous le dites directement en Kikongo, en Lingala, en Swahili, en Chiluba, en Bambara, Sonilenke, en Tos, ainsi de suite. Il est important, essentiel de faire cela. D'où Douane et Cher, ce que je peux dire sur le point de vue de formulation, même si on n'a pas une maîtrise profonde technique de la langue, il s'agit juste d'avoir quelques mots qui vont invoquer l'image avec laquelle on travaille, on va dire. Absolument, le lien n'est pas linguistique, il est énergétique. Ok. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de travailler sur l'énergie. Par exemple, si je veux travailler avec l'énergie, je veux pas dire, par exemple, d'une table, si je sais dire, mais ça, c'est déjà un concept qui invoque quelque chose. Absolument, c'est exactement ce que nous sommes en train de dire. Un concept, c'est quand tu dis mais ça, ton corps vibre. Tu peux l'observer toi-même quand tu es assis. Du table, tu vas voir que ton énergie, il est plat. Mais quand tu dis mais ça, tu sens une fréquence en toi bouger. Tu sens cela bouger. Quand tu dis ah, ma maison, c'est plat. Tu ne sens pas de vibrations en toi. Mais quand tu dis ndaku nabiso, il y a quelque chose en toi qui bouge. C'est énergétique. Cela se passe au niveau de l'énergie. Cela ne se passe pas au niveau de la discrimination linguistique et de la stratification de mots, ainsi de suite. C'est énergétique. Quand tu prononces quelque chose en ton langue maternelle, l'énergie passe. Que tu peux ne pas connaître la signification de ces mots-là. Mais ces mots-là comportent l'énergie. Et cette énergie passe quand même. C'est quelque chose de très important. Je vais passer la parole à notre scénette qui a encore apporté plus d'informations. Alors, je voulais juste parler encore des herbes et des parties du corps parce que je me suis rendu compte que j'ai dit la plupart des plantes en anglais et que beaucoup de personnes ne vont peut-être pas comprendre de quoi je parlais. Donc, je vais essayer de répéter un peu. Et d'abord, je vais commencer avec... donc, il y a une science qui est très importante, c'est que d'abord, on doit reconnaître que tout ce qui se passe du macrocosme au microcosme. Donc, ça veut dire qu'on a une représentation donc, dans l'univers qui est en nous. Parce que quand on parle, par exemple, de la période de naissance, encore une fois, on rentre dans la période de l'alignement de l'essence. Et bien, dans cette période, on parle bien de la période où notre astre se trouvait, où la Terre se trouvait à cette période-là. Et vraiment, c'est de ça qu'on parle. Donc, c'est la relation avec les autres planètes, avec les autres systèmes, avec le monde entier. Donc, de notre compréhension, bien sûr, parce que n'oublions pas aussi que notre compréhension, elle est limitée.
mais c'est un système qui est encore beaucoup plus vaste et on a vraiment besoin de continuer à vraiment étudier, à vraiment grandir à l'intérieur parce que c'est très important. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que tout bien, comme quand on parle par exemple de la période de naissance, on parle bien de là où on se trouvait par rapport à l'univers. Alors, si on parle par rapport à l'univers, eh bien, on peut aussi parler de notre période de naissance par rapport à notre corps. Et pourquoi? Parce que comme on parle bien des astres où ils se trouvaient, c'est de la même manière, on peut aussi les reconnaître et les retrouver dans différentes parties du corps qui plus ou moins représentent la période de RICEF en même temps. Alors, sans plus de temps tarder, je vais parler de ces périodes. Alors, dans le corps, quand on regarde dans notre corps, la période qui représente RICEF ou les parties qui représentent RICEF de notre corps sont, comme j'avais dit avant, les genoux. Et avec les genoux, on a aussi les os, donc tous les os. Et c'est comme ça qu'ils sont des personnes qui sont fortes. On a les vésicules biliaires, les dents et les cartilages aussi. Cartilage. Donc, ce sont les parties qui sont très importantes pour ces personnes-là. Des points d'accumulation énergétique. Voilà, ce sont aussi des points d'accumulation énergétique, mais ça veut aussi dire que les personnes qui sont nées de ce cycle-là aussi, s'ils utilisent mal leur énergie, ce sont les parties qui peuvent aussi faire des problèmes. Donc, ce sont les parties qui nous parlent, au fait. C'est un peu pour dire que si on est un RICEF, on est né pendant la période du RICEF, et quand on a un problème, on aura plutôt un problème dans ces éléments que je viens de citer. Pourquoi? Parce que c'est une manière qui nous interpelle. Donc, c'est vraiment pour nous rappeler ce qu'on doit faire et nous rappeler qu'on est ici pour faire une mission et bien faire la mission. Alors, pour les plantes, comme je l'avais donné les noms en anglais, je vais aussi donner quelques noms des plantes en français. Pour ceux qui ne connaissent pas les plantes, il faut bien me contacter parce que là, on peut vraiment bien parler des plantes et c'est très important aussi d'incorporer les plantes dans votre alimentation parce que la plupart de ces plantes, comme vous allez comprendre, ce sont des plantes qui sont dites, entre guillemets, sauvages. Sauvages sont les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes sont très importantes et c'est encore une petite parenthèse parce que ce sont des herbes qui ont une vie ou qui poussent malgré la situation. Donc, on ne les plante pas, personne ne les plante, mais ils sont, d'un point de vue, ils sont plus ou moins, on dirait, des plantes de souche de l'environnement et ils poussent naturellement et ce sont des plantes de résistance. Donc, même si vous essayez de les enlever, des fois, ils reviennent. Mais en faisant tout ça, toute cette résistance et cette résilience qui sont en eux, alors ça se transfère complètement dans la plante. Donc, quand vous prenez une plante sauvage comme un thé ou encore vous la mangez ou quoi que ce soit, c'est très bien pour la peau parce que la peau, notre corps apprend comment est-ce que ces plantes prennent cette information-là pour survivre dans n'importe quel climat, dans n'importe quel endroit et tout ça comme ça. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut ramasser toutes les plantes sauvages, tous les pissenlits qu'on va rencontrer dans notre carrefour ou dans les routes et tout ça comme ça, parce que ces plantes-là ne sont pas très naturelles parce qu'ils absorbent tous les gaz qui sont dans nos routes, toute la pollution et sont dans ces plantes-là. Alors, si on cherche à trouver des plantes sauvages, pour ceux qui ont la chance d'avoir des forêts ou des parcs à côté d'eux, eh bien, ce sont des bons espaces pour prendre ces plantes-là. Les parcs ne sont pas aussi très bien parce que bien sûr, dans les parcs, on a tout le monde qui vient se décharger et mettre leurs énergies. Donc, il faut vraiment trouver un endroit qui est spécial, un endroit qui est bien parce que toute l'information qu'on a dans cet endroit, c'est ce qui va entrer en vous et vous aider. Et c'est ça qui va vous aider aussi. Donc, vous pouvez aussi aller en montagne, par exemple. En montagne, c'est super bien parce que on a l'altitude et aussi on a la représentation d'être haut. Et donc, ça nous aide aussi en ça. Donc, alors, les plantes que j'avais parlé sont, on a molène. Molène, c'est ce que j'avais appelé moulaine en anglais. Donc, c'est molène. La bardène, on a les bardènes, on a pissenlit. Dongquai, c'est une plante chinoise. Et à part ça, on a l'échinacée et l'ortie. Donc, toutes ces plantes ici, la plupart des plantes dont j'ai cité, alors on parle bien de la partie de la racine. Pourquoi? Parce que le RICEF, c'est un signe de terre. Donc, la partie qui est meilleure pour lui, ce sont les racines. La racine, elle est meilleure pour lui. Alors, donc c'est très important si vous pouvez utiliser ces plantes comme supplément ou comme thé. C'est très, très bien pour la santé. Ou comme épice aussi, hein, parce que ce sont des épices très forts. Et surtout l'ortie. L'ortie, franchement,
pour ceux qui ont des enfants avec des enfants qui ont l'eczéma ou les mal de peau, il faut vraiment utiliser l'ortie parce que l'ortie, elle est très bonne. Donc, vous pouvez utiliser ça pendant qu'ils font un bain. Vous pouvez mettre l'ortie dans le bain ou comme ils peuvent aussi boire ça, ça va leur aider fortement. Et parce que l'ortie aussi, c'est fort en vitamines et aussi, ça a beaucoup de fer. Ça apporte beaucoup de fer dans le corps. Donc, on a l'ortie et les chinacées. Voilà, ces deux plantes-là sont fortes avec l'apport de fer. Et c'est comme ça que comme l'éricèphe, il a besoin de fer aussi, et ces plantes-là sont bien pour lui, pour le fortifier et pour l'aider à être vraiment, vraiment très fort. Donc voilà, je vais m'arrêter ici sans pour autant, parce que sinon pas, je vais encore parler de la médecine et tout ça comme ça, donc je m'arrête ici. Les canifères. Dua Nature, Dua Senet. Toi, un autre être héros, et je ne sais pas si notre héros a encore des questions, comme lui, il appartient aussi. Maintenant, ce que je peux demander maintenant, sur le point de vue des réceptes, comment est-ce qu'un récepte interagit, par exemple, sur un point de vue avec les autres signes d'incarnation, on va dire? Alors, l'interaction avec les autres signes d'interaction, il faut réaliser que Éricèphe, c'est un signe des terres, c'est-à-dire il représente les fondements. Généralement, Éricèphe, c'est le point central de beaucoup de choses. C'est lui qui maintient, comme on dit, c'est lui autour duquel les autres se réunissent. C'est lui autour, généralement, comme Éricèphe, nous avons ceux qui sont comme on dit, chefs de famille, ainsi de suite. Un centre d'intention des choses, c'est-à-dire, il sert d'un point d'appui, un point de consolation et avec les autres. Étant un signe de terre, la terre généralement fonctionne très bien avec l'eau, parce que autre signe de terre est les taureaux, Ap, et un autre signe de terre, nous avons Astre, la Vierge, qui sont le signe de terre, qui sont en symbiose, étant la terre, sont en symbiose avec Éricèphe. Mais Éricèphe étant un signe de terre, et la terre, généralement, va très bien avec l'eau. Les signes des eaux, nous avons les Képer, ou le Cancer, ou encore nous avons les Atméries, ou les Poissons. Ce qui est à retenir, c'est qu'il représente la fondation, il représente les êtres, comme on dit la tradition kémétique, la maison, et tout le monde a tendance à vouloir venir chercher conflit. Ceux qui se sentent faibles se retournent généralement vers les Éricèphes à la recherche de confort et de soutien. Dua Nature. Maintenant, pour globaliser tout ça, sur un point de vue, on va dire, d'activité professionnelle, par exemple, quelles sont les orientations où l'Éricèphe se sent dans son bain, on va dire? L'Éricèphe se sent dans son bain étant lui un artisan, c'est-à-dire ayant une énergie d'artisan. L'Éricèphe se sent en lui dans tout ce qui concerne le travail manuel, c'est-à-dire tout ce qui a à faire avec les mains. C'est ça là où les Éricèphes sont vraiment puissants. Tout ce qui a à faire avec ce qu'on touche manuellement, parce qu'ils sont un signe de la terre, et un terre. La terre est reliée à Kepera, c'est-à-dire les facteurs de transformation. Donc, on va dire Éricèphe, avec son aspect Koum, il est créatif, et cette créativité, on transforme certaines choses pour, pas exactement artistique, mais on va dire manuel, quoi. Manuel, c'est-à-dire un Éricèphe, tu dois lui donner quelque chose. Comme tu dis, sa créativité n'est pas une créativité dans la pensée. Un Éricèphe, tu lui donnes pas un livre à écrire. Un Éricèphe, tu lui donnes quelque chose qu'il faut faire. Il faut construire. Par exemple, les Éricèphes sont puissants dans les domaines de la construction, dans l'électricité, et dans l'artisanat, et là où dans l'industrie, là où il faut faire, c'est là où l'Éricèphe est très puissant. Dua Nature. Un élément important, j'allais signaler une question qui m'a été posée dans l'île dernière, un commentaire qui a été fait. Il m'a été demandé pourquoi je n'indique pas les
signes négatifs, c'est-à-dire les parties négatives des signes. Alors, ça, c'est quelque chose que je vais faire ici et j'aimerais que tous la comprennent très bien. Dans la tradition kémétique, il n'y a pas de négatif, dans le sens que Chou, qui représente la polarité masculine, et Tefnout, qui représente la polarité féminine, sont les deux faces d'une même monnaie. Chou ne peut pas exister sans Tefnout et Tefnout ne peut pas exister sans Chou. Les mariages entre Chou et Tefnout créent ce qu'on appelle Kepera. Kepera, c'est la création. Et Kepera Necheru, la création du Necher. Cependant, et ceci nous trouvons l'application même au niveau de l'électricité et de la mathématique. Le signe négatif n'est pas Tefnout. Tefnout n'est pas le signe négatif. Tefnout n'est pas opposé à Chou, mais Tefnout est complémentaire à Chou. L'opposé n'est pas à l'intérieur du Chou et Tefnout. L'opposition vient des domaines extérieurs. C'est ce que nous appelons APEP. APEP, c'est la force destructive qui vient de l'extérieur de Kepera, qui n'est pas inclus dans Kepera. Et donc, cette force destructive est une force inconsciente. Or, dans la tradition kémétique, nous sommes dans l'éveil, nous sommes dans la conscience. Nous sommes conscients. Et donc, pour nous, ce que nous appelons l'inconscience ne représente pas un danger, mais représente les principes, représente les commencements. Quand on sort du Nyeri-Nyeriti, il a de la tradition d'Ongon, quand on sort du sommeil, Nyeri-Nyeriti représentant le sommeil, on sort du sommeil, on rentre dans l'état de la conscience, on va au-delà de l'inconscience. Et donc l'inconscience n'existe plus pour nous parce que nous marchons vers la réalisation Necheru, nous marchons pour devenir des Necheru. Et donc de la tradition kémétique, il n'y a pas contraposition, il y a juxtaposition, comme disait le maréchal Mobutu. Il y a complémentarité. Le haut et le bas ne s'opposent pas, c'est complète. La gauche et la droite ne s'opposent pas, c'est complète. Les roux, les blancs et les noirs ne s'opposent pas, mais c'est complète. Dans cette direction-là, dans cette compréhension holistique de l'existence, nous manifestons un monde nouveau que j'appelle le nouveau ordre matique, dans lequel les contraires cessent d'exister. Tout ce que nous avons, c'est la complémentarité et la composition énergétique. Dua Necher. Dua Necher, Dua Necher. Si nous avons, je ne sais pas si ce n'est encore des questions. Si nous n'avons pas de questions, je vais réfléchir ce qui sont notre Héru et notre Héru, Menchu Hotep, pour nous avoir rejoints sur le plateau. Et je profite de l'occasion pour dire que nous allons très prochainement publier sur le site kachopa.org des cartes de vœux. Des cartes de vœux qui vont aller par cycle. Nous aurons des cartes de vœux des Erisef, nous aurons des cartes de vœux des Happy, des At, Mehi, des Koussou, Serket, Mahat, Ast, Sekmet, Keper, Choutefnout, Ap et Amenra. Des cartes de vœux qui correspondent, nous célébrons non l'anniversaire, mais nous nous rappelons à travers, quand on fait une carte de vœux à quelqu'un, quand on vous donne une carte de vœux, pour vous rappeler combien vous êtes important dans la réalisation de la création. Et les cartes de vœux qui seront disponibles très bientôt, nous allons les donner à nos frères qui appartiennent à nos scènes qui appartiennent à ce cycle, pour leur faire voir, disons, les degrés de contribution et leur importance à la leçon du monde kémétique. Et donc, je dis Dua Necher à notre Héru, à notre Héru. Et avant de finir, avant de conclure, je me retourne vers Erisef. Dans le cycle Erisef, je me retourne vers Koum et vers Seth. Et je dis, Amasu Mpa Mra Sangsu, Emenra Mpa Mra, Aou Kwaoura Manketipa Erura.